En 1839, dans une plantation isolée de Géorgie, une femme de la haute société a été retrouvée noyée dans un étang privé, entourée de 6 hommes esclaves qui juraient ne rien comprendre à ce qui venait de se passer. Ce qui aurait dû être un accident banal est devenu l'un des scandales les plus étouffés du Sud-Américain d'avant-guerre. Car ce que les autorités ont découvert dans les semaines suivantes a ébranlé les fondements même de l'ordre social établi. Avant de poursuivre cette histoire troublante, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Cela nous aide énormément à continuer de partager ces récits oubliés de l'histoire. La Géorgie de 1839 était une terre de contrastes violents. L'État, dernier né des 13 colonies originelles, avait abandonné depuis longtemps ses idéaux fondateurs d'interdiction de l'esclavage. Le coton régnait en maître absolu, et avec lui un système social rigide où chaque personne devait connaître sa place. Les plantations s'étendaient sur des milliers d'hectares, véritables royaumes isolés, où la loi du propriétaire supplantait souvent celle de l'État. À environ 40 km au sud-ouest de Savannah, là où les routes carrossables cédaient la place aux chemins de terre rouge et où les cyprès chauves émergeaient des marécages comme des fantômes pétrifiés, se trouvait le domaine de Riverside. On ne parlait pas de cette propriété dans les salons de Savannah, du moins pas ouvertement. Les femmes échangeaient des regards entendus lorsque son nom était mentionné. Les hommes changeaient rapidement de sujet. Pourtant, Riverside était l'une des exploitations les plus productives de la région, exportant chaque année plusieurs dizaines de balles de coton de première qualité vers les filatures du Nord et d'Angleterre. Le domaine appartenait à la famille Caldwell depuis 3 générations. Le patriarche actuel, Nathaniel Caldwell, avait hérité de la propriété à la mort de son père en 1828. C'était un homme dans la force de l'âge, 42 ans, au visage carré et aux manières brusques typiques des planteurs qui avaient bâti leur fortune à la sueur de leur front et sur le dos de centaines d'êtres humains asservis. Il passait le plus clair de son temps à Charleston, où il siégeait au conseil municipal et entretenait des relations politiques essentielles au maintien de ses affaires. Sa femme, Eleanor Caldwell, née Pemberton, était d'une toute autre trempe. Issue d'une famille de la vieille aristocratie virginienne, elle avait été éduquée dans les meilleurs pensionnats de Richmond et de Philadelphie. On disait d'elle qu'elle parlait français couramment, qu'elle connaissait par cœur des passages entiers de Virgile en latin, et qu'elle jouait du pianoforte avec une grâce qui faisait pleurer les invités lors des réceptions. Elle avait épousé Nathaniel en 1824, lors d'une cérémonie somptueuse qui avait réuni toute l'élite sudiste. Elle avait alors 19 ans. Lui en avait 27. Les premières années de leur mariage avaient été, selon les témoignages de l'époque, conventionnelles. Eleanor avait donné naissance à 2 enfants, un garçon, Thomas, né en 1825, et une fille, Virginia, née en 1827. Mais quelque chose avait changé après la naissance de Virginia. Eleanor, qui avait toujours été considérée comme une épouse modèle et une maîtresse de maison exemplaire, s'était mise à se retirer de plus en plus souvent dans l'aile est de la grande demeure, celle qui donnait sur l'étang privé. Cet étang n'était pas un simple point d'eau. Il s'agissait d'un bassin naturel d'environ 100 mètres de diamètre, alimenté par une source souterraine dont l'eau restait fraîche même durant les étés étouffants de Géorgie. Des saules pleureurs l'encerclaient, créant un rideau végétal qui le dissimulait presque entièrement du reste de la propriété. Les esclaves qui travaillaient aux champs évitaient soigneusement cette zone, non par interdiction formelle, mais par une compréhension tacite que cet espace appartenait à la maîtresse de maison. Le contremaître de Riverside, un homme du nom de Silas Garrett, avait travaillé pour les Caldwell depuis 1830. C'était un individu méthodique, craint des esclaves mais respecté pour sa relative équité dans un système fondamentalement inéquitable. Il tenait des registres précis de tous les aspects de la plantation. Rendement des récoltes, inventaire des outils, achat et vente d'esclaves, punitions infligées. Ces registres, qui ont partiellement survécu dans les archives du comté, révèlent des détails troublants. À partir de 1833,
Gareth avait commencé à noter des observations étranges dans une section séparée de son journal, une section qu'il marquait d'un simple astérisque. Madame C. à l'étang de nouveau, 3 heures de l'après-midi, température très élevée. Ou encore, Madame C. demande que personne ne s'approche de l'étang jusqu'au coucher du soleil. Ces annotations, d'abord sporadiques, étaient devenues quotidiennes à partir de l'été 1835. La maisonnée de Riverside comptait environ 140 esclaves. La plupart travaillaient au champ, mais une vingtaine servaient directement à la grande maison. Parmi eux se trouvaient 6 hommes qui avaient été assignés à des tâches particulières autour de la résidence principale et de ses dépendances. Leurs noms apparaissent dans les registres: Samuel, 28 ans, charpentier de formation; Jacob, 32 ans, palefrenier; Isaiah, 24 ans, jardinier; Caleb, 29 ans, forgeron; Josiah, 26 ans, aide-cuisinier; et Daniel, 30 ans, responsable de l'entretien des bâtiments. Ces hommes avaient un point commun. Ils avaient tous été achetés ou transférés à Riverside entre 1833 et 1836. Les registres de vente montrent que Madame Caldwell elle-même avait assisté aux enchères où Samuel et Isaiah avaient été acquis, fait extrêmement inhabituel pour une dame de son rang. Les notes de Gareth mentionnent également que c'est elle qui avait insisté pour que ces hommes particuliers soient affectés aux travaux autour de la maison, malgré le fait que leurs compétences auraient été plus utiles dans d'autres parties du domaine. L'étang était devenu le centre d'un rituel quotidien que personne ne comprenait vraiment, mais que tous pressentaient. Chaque après-midi, lorsque le soleil commençait sa descente vers l'horizon et que la chaleur devenait presque insupportable, Eleanor Caldwell se retirait vers ce lieu caché, et quelque temps après, un ou plusieurs de ces 6 hommes recevaient l'ordre de s'y rendre également. Les autres esclaves de la plantation avaient développé une sorte de code du silence autour de ces événements. Dans leur quartier, le soir venu, ils ne parlaient pas de ce qui se passait à l'étang, ou plutôt, ils en parlaient à travers des euphémismes, des demi-mots, des regards entendus. Une femme âgée nommée Ruth, qui avait servi la famille Caldwell depuis l'époque du père de Nathaniel, aurait confié à une autre esclave: « Ce qui se passe dans l'ombre finit toujours par voir la lumière, mais parfois, la lumière brûle tout sur son passage. » Le 23 juin 1839 était une journée d'une chaleur accablante. Le thermomètre avait atteint 102 degrés Fahrenheit à l'ombre, et l'air était si dense d'humidité qu'il semblait presque liquide. Les esclaves au champ avaient reçu l'autorisation de s'arrêter plus tôt que d'habitude, crainte qu'ils ne s'effondrent sous l'effet de la chaleur. Même les chevaux paraissaient léthargiques, leurs flancs luisants de sueur. Vers 3 heures de l'après-midi, Eleanor Caldwell avait quitté la grande maison. Elle portait une robe de mousseline blanche, légère, presque transparente dans la lumière crue. Ses cheveux auburn étaient relevés en un chignon lâche. Elle marchait pieds nus sur l'herbe brûlée, fait que Martha, la femme de chambre qui l'avait vue partir, trouverait plus tard significatif. Samuel, Jacob et Isaiah avaient reçu l'ordre de se présenter à l'étang 15 minutes après le départ de leur maîtresse. Cet ordre n'avait pas été donné par Eleanor elle-même, mais par une jeune esclave nommée Dinah, qui servait d'intermédiaire. Ce détail aussi prendrait une importance capitale par la suite. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être reconstitué qu'à partir de témoignages contradictoires et de preuves fragmentaires. Vers 6 heures du soir, alors que le soleil commençait enfin à perdre de son intensité, un cri avait retenti depuis l'étang. Non pas un cri de peur ou de douleur, mais un appel, presque un ordre. C'était la voix de Jacob. Gareth avait été le premier à arriver sur les lieux, suivi de près par plusieurs esclaves de la maison. Ce qu'ils avaient découvert allait devenir le sujet de spéculations et de rumeurs pour les décennies à venir. Eleanor Caldwell flottait face contre l'eau, à environ 10 mètres du bord de l'étang. Sa robe blanche s'était déployée autour d'elle comme les pétales d'une fleur morbide. Sur la berge, complètement nus et trempés, se tenaient 6 hommes: Samuel, Jacob, Isaiah, Caleb,
Josiah et Daniel. Ils tremblaient, non de froid malgré la chaleur, mais de quelque chose qui ressemblait à de la terreur pure. Garrett avait immédiatement crié des ordres. 2 esclaves s'étaient jetés à l'eau pour ramener le corps de leur maîtresse. Pendant ce temps, les 6 hommes étaient restés figés, comme pétrifiés. Jacob, celui qui avait donné l'alerte, murmurait sans cesse la même phrase. « Elle a disparu sous l'eau. Elle a simplement disparu. » Le corps d'Eleanor avait été ramené sur la berge. Garrett, qui avait servi brièvement dans la milice durant sa jeunesse, avait tenté de la ranimer. Mais c'était inutile. Elle était morte, noyée dans moins de 2 mètres d'eau, dans un étang où elle se baignait quotidiennement depuis des années. Le médecin le plus proche, le docteur Archibald Henley, résidait à près de 15 kilomètres de Riverside. On l'avait fait chercher immédiatement. En attendant son arrivée, Garrett avait pris une décision qui allait compliquer considérablement l'enquête. Il avait fait enfermer les 6 hommes dans la grange à tabac. Une structure solide avec une seule porte et des fenêtres étroites. Il les avait mis au fer, par sécurité disait-il, mais aussi parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Le docteur Henley était arrivé vers 9 heures du soir, alors que la nuit était tombée et que des torches avaient été allumées autour de la grande maison. C'était un homme de 57 ans, médecin de campagne respecté, mais pas particulièrement distingué. Son examen du corps avait été minutieux et troublant. Eleanor Caldwell ne présentait aucune marque de violence, aucune contusion, aucune ecchymose, aucun signe de lutte. Ses poumons étaient remplis d'eau, confirmant la noyade comme cause de décès. Mais certains détails ne correspondaient pas à un simple accident. Ses ongles étaient cassés, comme si elle avait gratté frénétiquement quelque chose. Sa bouche et sa gorge présentaient de légères irritations. Et surtout, son corps dégageait une odeur étrange que Henley avait du mal à identifier, quelque chose entre l'amande amère et une substance végétale qu'il ne parvenait pas à nommer. Le médecin avait consigné ses observations dans son rapport, mais il avait également ajouté une note personnelle, retrouvée des années plus tard dans ses papiers privés. « J'ai examiné de nombreux corps de noyés au cours de ma carrière. Celui-ci me trouble profondément. La mort par noyade est rarement paisible. Pourtant le visage de Madame Caldwell exprimait quelque chose qui ressemblait presque à de la résignation, ou peut-être à de l'acceptation, comme si elle avait su ce qui allait arriver. Les nouvelles voyageaient lentement dans le sud rural de 1839, mais elles voyageaient. Dans les 48 heures qui suivirent la mort d'Eleanor Caldwell, toute la région savait qu'un drame s'était produit à Riverside. Les versions différaient dans les détails, mais toutes s'accordaient sur un point. Une dame de la haute société était morte dans des circonstances impliquant plusieurs esclaves hommes. Nathaniel Caldwell avait été informé du décès de sa femme par un messager qui l'avait rejoint à Charleston. Sa réaction, selon les témoins, avait été celle d'un homme sous le choc, mais un choc teinté de quelque chose d'autre. De la colère, certainement. Peut-être aussi du soulagement, bien que personne n'ait osé formuler cette impression ouvertement. Il était revenu à Riverside 2 jours après le décès, accompagné de son avocat, Cornelius Dupree, et du juge du comté, l'honorable Edmund Rafferty. Les funérailles avaient été organisées rapidement, presque précipitamment. Eleanor avait été enterrée dans le cimetière familial sur la propriété, sous un magnolia centenaire. Moins de 20 personnes avaient assisté à la cérémonie, un nombre dérisoire pour une femme de son rang. L'enquête officielle avait commencé immédiatement après les funérailles. Le shérif du comté, Augustus Pritchard, avait mené les interrogatoires. C'était un homme de 63 ans, shérif depuis plus de 30 ans, qui avait vu défiler tous les types de crimes imaginables dans une société où la violence était endémique et la justice souvent expéditive. Les 6 hommes avaient été interrogés séparément. Leurs témoignages, consignés dans les archives judiciaires du comté, révèlent un récit fragmenté mais cohérent dans ses grandes lignes. Samuel, interrogé en premier, avait raconté que Madame Caldwell les avait fait venir à l'étang cet après-midi-là,
comme elle le faisait régulièrement depuis plusieurs années. Elle aimait se baigner, disait-il, et elle voulait qu'il soit présent. Pourquoi? Il ne pouvait pas le dire. Ce n'était pas à lui de questionner les ordres de la maîtresse. Oui, elle se baignait nue. Oui, il devait te baigner avec elle. Non, il ne pouvait pas expliquer pourquoi. C'était simplement ce qu'on leur ordonnait de faire. Jacob avait confirmé l'essentiel du récit de Samuel, mais avait ajouté un détail crucial. Ce jour-là, Madame Caldwell avait bu quelque chose avant d'entrer dans l'eau. Une petite fiole qu'elle gardait toujours avec elle. Elle en buvait régulièrement lors de ses baignades. Il ne savait pas ce que contenait cette fiole. Isaiah avait mentionné que Madame Caldwell semblait différente cet après-midi-là, plus agitée, presque fébrile. Elle avait insisté pour qu'ils entrent tous dans l'eau en même temps, ce qui n'était pas toujours le cas. Elle nageait parmi eux, touchant parfois leurs épaules ou leurs bras, riant d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Caleb, Josiah et Daniel avaient corroboré ces versions, ajoutant chacun de petits détails qui, mis bout à bout, composaient un tableau profondément troublant. Ce qui n'avait été dit dans aucun de ces témoignages officiels, mais qui circulait dans les quartiers des esclaves et parmi les domestiques blancs. C'était la nature exacte de ce qui se passait lors de ces baignades. Eleanor Caldwell n'avait pas simplement nagé avec ces hommes, elle les avait utilisés, sexuellement, régulièrement, pendant des années. Le shérif Pritchard n'était pas naïf, il comprenait parfaitement ce que suggéraient ces témoignages. Mais il se trouvait face à un dilemme qui dépassait largement le cadre d'une simple enquête pour mort suspecte. Il touchait au fondement même de l'ordre social sudiste. Dans le sud d'avant-guerre, les relations sexuelles entre maîtres blancs et esclaves noirs étaient courantes, tacitement acceptées, rarement discutées ouvertement. Des milliers d'enfants métis en témoignaient. Mais l'inverse, une femme blanche de la haute société ayant des relations avec des hommes esclaves, c'était impensable. C'était une transgression si fondamentale de l'ordre racial et de genre qu'elle ne pouvait tout simplement pas exister dans le cadre mental de la société de l'époque. Et pourtant, les preuves étaient là. Les témoignages concordaient. Le rituel quotidien était documenté dans les registres de Garrett. L'isolement de l'étang, la sélection soigneuse des hommes, les années de pratique ininterrompues, tout pointait vers une vérité que personne ne voulait reconnaître. Le juge Rafferty avait convoqué une réunion privée dans la bibliothèque de la Grande Maison. Y assistaient Nathaniel Caldwell, son avocat Dupree, le shérif Pritchard, le docteur Henley et le révérend Josiah Turner, pasteur de l'église méthodiste locale. Ce qui s'était dit lors de cette réunion n'a jamais été officiellement enregistré, mais plusieurs sources indépendantes permettent d'en reconstituer la teneur. Le docteur Henley avait présenté ses conclusions médicales. Noyade accidentelle, aucun signe de violence. Mais il avait également mentionné l'odeur étrange et les irritations dans la bouche et la gorge d'Eleanor. Il avait une hypothèse. Elle avait peut-être ingéré une substance qui avait altéré son jugement ou ses capacités physiques. Cette révélation avait changé la direction de la discussion. Si Eleanor avait pris une substance volontairement ou non qui l'avait menée à sa perte, alors les 6 hommes ne pouvaient être tenus responsables de sa mort. Mais cela soulevait d'autres questions. Quelle substance? D'où venait-elle? Et surtout, pourquoi prenait-elle quelque chose avant ses baignades? Nathaniel Caldwell avait pris la parole à ce moment-là. Selon les reconstructions ultérieures, il avait admis que sa femme avait développé une certaine excentricité au fil des ans. Elle souffrait de mélancolie, avait-il dit, une affliction commune chez les femmes de sa classe. Son médecin de Savannah lui avait prescrit diverses préparations pour calmer ses nerfs. Elle avait peut-être mal dosé l'une de ces préparations ce jour-là, conduisant à la tragédie. Cette explication était pratique, elle permettait de classer l'affaire comme un accident malheureux tout en évitant d'aborder les aspects les plus sordides de la situation. Le révérend Turner avait insisté pour qu'une enquête plus approfondie soit menée, mais il avait été rapidement mis en minorité. Le problème des 6 hommes restait entier.
Ils avaient été témoins d'un décès, certes, mais ils avaient aussi participé à des activités que la société de l'époque considérait comme criminelles, même si c'était sur ordre de leur maîtresse. La loi de Géorgie était claire. Toute relation sexuelle entre une femme blanche et un homme noir, esclave ou libre, était punissable de mort pour l'homme. Le juge Rafferty avait proposé une solution qui avait été acceptée, non sans réticence. Les 6 hommes seraient vendus immédiatement, séparément, à des planteurs de régions éloignées. Ils ne devaient jamais revenir en Géorgie. Aucune charge ne serait retenue contre eux concernant la mort d'Eleanor, mais ils devaient disparaître de la région. C'était une forme d'exil déguisé en transaction commerciale. Nathaniel Caldwell avait accepté cette proposition. Les hommes avaient été vendus en moins d'1 semaine. Samuel avait été envoyé en Alabama, Jacob au Mississippi, Isaiah en Louisiane, Caleb au Texas, Josiah en Arkansas, Daniel en Caroline du Nord. Les registres de vente existent encore, conservés dans diverses archives d'État. Chaque transaction avait rapporté à Caldwell entre 800 et 1200 $, selon les compétences de l'homme vendu. Officiellement, l'affaire était close. Eleanor Caldwell était morte accidentellement par noyade, probablement après avoir pris une dose excessive de médicaments pour ses nerfs. Les esclaves présents au moment de sa mort avaient été vendus pour éviter les commérages et préserver la réputation de la famille. Fin de l'histoire. Mais ce n'était pas la fin. C'était à peine le début. Dans les semaines qui suivirent la mort d'Eleanor et la dispersion des 6 hommes, Riverside était devenu un lieu hanté par les non-dits. Les esclaves qui avaient travaillé à la grande maison avaient été redistribués aux champs ou vendus. Nathaniel Caldwell avait engagé un nouveau personnel, principalement des hommes libres blancs, et quelques esclaves achetés à des ventes aux enchères lointaines. Des individus qui ne connaissaient rien de l'histoire de la plantation. Les enfants d'Eleanor, Thomas et Virginia, avaient été envoyés vivre chez la sœur de Nathaniel à Charleston. Ils avaient respectivement 14 et 12 ans au moment de la mort de leur mère. Leur réaction au décès n'avait jamais été publiquement documentée, mais des lettres privées, découvertes bien des années plus tard, révélaient que Virginia en particulier avait été profondément traumatisée, moins par la mort elle-même que par les chuchotements qu'elle entendait dans la maison de sa tante. C'est une femme nommée Prudence Wickham qui allait rouvrir involontairement le dossier Eleanor Caldwell. Prudence était la fille d'un riche marchand de Savannah et une amie d'enfance d'Eleanor. Elles avaient été pensionnaires ensemble à Richmond et avaient maintenu une correspondance régulière jusqu'à la mort d'Eleanor. En septembre 1839, 3 mois après le décès, Prudence avait reçu une lettre. Pas d'Eleanor, évidemment, mais une lettre qu'Eleanor lui avait adressée et qui avait été égarée par les services postaux, un problème courant à l'époque. La lettre portait la date du 20 juin 1839, 3 jours avant la mort d'Eleanor. Le contenu de cette lettre était explosif. Eleanor y parlait de sa vie à Riverside avec une franchise brutale. Elle décrivait son mariage comme une prison dorée, son mari comme un homme distant et souvent cruel, sa vie comme une succession de jours vides de sens. Et puis elle évoquait l'étang. « Ma chère Prudence », écrivait-elle, « tu seras sans doute choquée par ce que je vais te confier, mais je sens que je dois le dire à quelqu'un avant que le poids de ce secret ne m'écrase entièrement. J'ai trouvé une forme de liberté, aussi étrange et condamnable soit-elle aux yeux du monde. Dans l'eau de cet étang, je ne suis ni épouse, ni mère, ni dame de la société. Je suis simplement moi-même dans toute ma complexité et mes contradictions. » La lettre continuait sur plusieurs pages, décrivant de manière voilée mais compréhensible la nature de ses relations avec les 6 hommes. Elle n'utilisait jamais de termes explicites, mais l'implication était claire. Plus troublante encore, elle mentionnait la préparation qu'elle prenait avant ses baignades. Le docteur Carmichael de Savannah m'a procuré une teinture qu'il dit être dérivée de certaines plantes des Caraïbes. Elle m'aide à oublier pour quelques heures le poids des conventions et des attentes. Elle me permet de sentir à nouveau, de vivre véritablement. Je sais que c'est dangereux. Il m'a mis en garde contre une utilisation trop fréquente.
Mais qu'est-ce que la prudence face à la possibilité de se sentir vivant? Prudence Wickham avait été confrontée à un dilemme moral terrible. Elle tenait entre ses mains une confession qui pourrait détruire définitivement la réputation de son ami décédé et, par extension, celle de ses enfants. Mais elle sentait aussi qu'elle devait à Eleanor de faire connaître sa vérité, ou du moins une partie de celle-ci. Après des semaines d'hésitation, Prudence avait pris une décision audacieuse. Elle avait contacté le docteur Carmichael mentionné dans la lettre. Archibald Carmichael était un médecin respecté de Savannah, spécialisé dans les maladies nerveuses et les affections féminines. Quand Prudence s'était présentée à son cabinet en octobre 1839, il l'avait reçue avec courtoisie, mais aussi avec une certaine nervosité. Leur conversation, dont Prudence avait consigné les détails dans son journal intime, avait été révélatrice. Oui, Carmichael avait traité Eleanor Caldwell. Elle était venue le consulter pour la première fois en 1832, se plaignant de mélancolie sévère, d'insomnie et de ce qu'elle appelait une absence de sensation dans la vie. Il lui avait d'abord prescrit des traitements conventionnels, laudanum, sel volatile, bain froid. Rien n'avait fonctionné. C'est alors qu'Eleanor avait insisté pour essayer quelque chose de différent. Elle avait entendu parler, par des connaissances ayant voyagé dans les Caraïbes, de préparations utilisées lors de certains rituels qui permettaient d'atteindre des états de conscience modifiés. Carmichael, poussé par son désir de soulager une patiente visiblement en détresse et peut-être aussi par curiosité scientifique, avait accepté de lui préparer une teinture. Le composant principal était dérivé d'une plante appelée Datura stramonium, ou stramoine commune. Cette plante, connue depuis l'Antiquité pour ses propriétés hallucinogènes et toxiques, était utilisée avec une extrême prudence par certains médecins pour traiter l'asthme et les spasmes musculaires. À faible dose, elle produisait une sensation d'euphorie et de détachement. À dose plus élevée, elle causait des hallucinations, une confusion profonde et pouvait être mortelle. Carmichael avait préparé une teinture très diluée pour Eleanor, avec des instructions strictes. Jamais plus de 10 gouttes, jamais plus d'une fois par semaine, toujours sous surveillance. Mais il avait rapidement compris qu'Eleanor ne suivait pas ses instructions. Elle revenait chercher de nouvelles fioles, beaucoup plus fréquemment que ne le justifiait la posologie prescrite. Lorsqu'il l'avait confrontée, elle avait menacé de s'adresser à d'autres sources, potentiellement plus dangereuses. Prise entre le risque de voir sa patiente se procurer des substances encore plus toxiques et celui de continuer à la fournir, Carmichael avait choisi ce qu'il considérait comme le moindre mal. Il avait toutefois pris une précaution. Il avait progressivement réduit la concentration de la teinture, espérant sevrer Eleanor sans qu'elle s'en aperçoive. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'Eleanor, habituée à un certain effet, commencerait à augmenter les doses pour compenser la dilution. Lorsque Prudence lui avait appris la mort d'Eleanor, Carmichael avait pâli. Il comprenait immédiatement ce qui s'était probablement passé. Eleanor avait pris une dose massive de la teinture, pensant qu'elle était moins concentrée qu'elle ne l'était réellement, car Carmichael, inquiet de son escalade, avait récemment augmenté à nouveau la concentration pour essayer de limiter la quantité totale ingérée. Le résultat avait été une intoxication aiguë à la datura. Les symptômes correspondaient confusion, désorientation, altération de la perception et finalement incapacité à coordonner les mouvements musculaires. Eleanor était entrée dans l'eau dans un état d'intoxication sévère. Elle avait probablement perdu conscience ou subi une paralysie musculaire qui l'avait empêchée de nager ou même de garder la tête hors de l'eau. Le docteur Carmichael avait supplié Prudence de ne rien révéler de leur conversation. Si l'on découvrait qu'il avait fourni à Eleanor une substance qui avait causé sa mort, même indirectement, sa carrière serait ruinée et il pourrait faire face à des poursuites criminelles. Prudence, déchirée entre la vérité et la compassion, avait finalement accepté de garder le silence, mais à une condition. Elle voulait savoir toute la vérité sur ce qui se passait à Riverside. Pourquoi Eleanor avait-elle développé cette dépendance? Que fuyait-elle avec tant de désespoir?
car Michael lui avait alors révélé des détails qu'Éléonore lui avait confiés lors de leur consultation, des confidences protégées par le secret médical, mais qu'il sentait devoir partager maintenant que sa patiente était morte. Éléonore n'était pas simplement malheureuse dans son mariage, elle vivait un cauchemar quotidien. Nathaniel Caldwell, l'époux modèle aux yeux de la société, était en réalité un homme d'une cruauté psychologique raffinée. Il n'avait jamais levé la main sur sa femme, cela aurait été vulgaire et visible. Non, sa violence était d'une autre nature. Il l'humiliait constamment, critiquait chacune de ses décisions, la rabaissait devant les domestiques et les invitait sous couvert de taquinerie. Il la privait d'affection, de reconnaissance, de tout ce qui aurait pu la faire se sentir valorisée ou aimée. Plus troublant encore, Éléonore avait confié à Carmichael que Nathaniel entretenait des relations sexuelles régulières avec plusieurs de leurs esclaves femmes, et qu'il s'assurait qu'Éléonore le sache. C'était une forme de torture psychologique. La forcer à voir ses femmes chaque jour, à diriger une maisonnée où son mari avait engrossé au moins 3 des domestiques, à élever ses propres enfants aux côtés des enfants métis de son mari. Éléonore avait commencé à se rendre à l'étang comme une échappatoire, un lieu où elle pouvait être seule. Puis, progressivement, l'idée lui était venue. Si son mari pouvait exercer un pouvoir absolu sur les corps de leurs esclaves femmes, pourquoi ne pourrait-elle pas faire de même avec les hommes? C'était, dans son esprit altéré par la souffrance et la médication, une forme de justice, de rééquilibrage. Mais ce qui avait commencé comme un acte de rébellion était devenu quelque chose de plus complexe et de plus sombre. Éléonore n'exerçait pas seulement un pouvoir sur ces hommes. Elle cherchait aussi, désespérément, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu dans son mariage. Une connexion physique, une sensation de désir et de désirabilité, un moment où elle ne serait pas simplement une épouse décorative, mais un être de chair et de sang. La datura était devenue le pont entre sa vie de contrainte et ses moments de liberté illusoire. Elle lui permettait d'oublier les implications morales de ses actions, d'ignorer le fait qu'elle reproduisait avec ses hommes la même dynamique de pouvoir abusive que son mari imposait aux femmes esclaves. Sous l'effet de la drogue, elle pouvait se convaincre qu'il y avait du consentement, là où il n'y avait que de la servitude, de la passion, là où il n'y avait que de l'obéissance forcée. Si cette histoire vous glace le sang, laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment s'est passé cet après-midi de juin. Était-ce vraiment un accident? Ou quelque chose de plus sinistre se cachait-il sous la surface de cet étang? Prudence Wickham avait quitté le cabinet du docteur Carmichael avec plus de questions que de réponses. Elle avait promis de garder le silence, mais sa conscience la tourmentait. 6 hommes avaient été vendus et dispersés à travers le Sud pour avoir été témoins d'un événement dont ils n'étaient pas responsables. Éléonore était morte, certes, mais était-ce vraiment un accident? En novembre 1839, Prudence avait pris une décision audacieuse. Elle avait engagé un détective privé, chose rare à l'époque mais pas inconnue dans les grandes villes du Sud. L'homme s'appelait Horace Blackwell, un ancien agent de police de Boston qui s'était établi à Savannah après avoir fui un scandale impliquant sa dénonciation de la corruption policière. Blackwell n'était pas particulièrement sensible aux questions d'esclavage ou de justice raciale, mais il était méticuleux et curieux. Prudence lui avait fourni tous les détails qu'elle connaissait, y compris le contenu de la lettre d'Éléonore et les révélations du docteur Carmichael. Elle lui avait demandé d'enquêter discrètement sur les circonstances exactes de la mort et sur ce qui se passait réellement à Riverside avant le drame. Blackwell avait commencé son investigation par les registres publics. Les archives du comté conservaient les documents de l'enquête officielle, les témoignages des 6 hommes, le rapport du docteur Henley. Mais en comparant ces documents avec d'autres sources, notamment les registres de la plantation tenue par Garrett, Blackwell avait découvert plusieurs incohérences troublantes. Premièrement, les dates. Selon les registres de Garrett, les baignades à l'étang avaient commencé de manière régulière en 1833. Mais les 6 hommes qui étaient présents lors de la mort d'Éléonore n'avaient été acquis ou transférés à Riverside qu'entre 1833
et 1836. Cela signifiait qu'il y avait eu d'autres hommes avant eux. Qu'étaient-ils devenus? Blackwell avait épluché les registres de vente de Riverside pour les années précédentes. Il avait identifié au moins 7 hommes esclaves qui avaient été vendus brusquement, sans raison apparente, entre 1833 et 1836. La plupart avaient été vendus à des négociants qui les avaient ensuite revendus à des plantations lointaines ou, dans 2 cas, à des propriétaires de Nouvelle-Orléans. Blackwell avait réussi à retrouver la trace de l'un de ces hommes, un certain Moses, qui avait été vendu en 1834 et qui travaillait maintenant dans une plantation de canne à sucre près de Bâton Rouge. Avec l'accord réticent de son nouveau maître, moyennant une somme d'argent substantielle, Blackwell avait pu s'entretenir brièvement avec Moses. Ce que Moses lui avait raconté avait confirmé les pires soupçons. Oui, il avait été l'un des hommes appelés à l'étang. Oui, Madame Caldwell les avait utilisés sexuellement. Et oui, il y avait eu des incidents avant la mort d'Eleanor. Moses lui-même avait failli se noyer lors d'une de ses baignades lorsque Eleanor, sous l'effet de ce qu'il appelait son poison, était devenue violente et l'avait maintenue sous l'eau dans une sorte de jeu érotique qui avait mal tourné. Il avait été vendu la semaine suivante. Moses avait également mentionné quelque chose d'autre, quelque chose que les autres hommes n'avaient jamais dit lors des interrogatoires officiels, probablement par peur ou par honte. Eleanor ne se contentait pas de les utiliser pour son plaisir. Elle parlait aussi constamment durant ces rencontres. Elle parlait de son mari, de sa haine pour lui, de ses fantasmes de vengeance. Elle parlait de faire mal à Nathaniel, de le détruire, de révéler au monde quel monstre il était vraiment. Dans ses moments les plus lucides, Moses avait compris qu'Eleanor ne les voyait pas vraiment comme des individus. Ils étaient des instruments, à la fois de plaisir et de rébellion symbolique contre son mari. Mais sous l'effet croissant de la drogue, ses propos étaient devenus de plus en plus incohérents et effrayants. Elle avait commencé à parler de mort, de libération par l'eau, de retour à un état originel. Blackwell avait ensuite cherché à interviewer les autres esclaves de Riverside, mais c'était devenu impossible. Nathaniel Caldwell avait vendu ou redistribué presque tous ceux qui avaient été présents à la plantation au moment du décès d'Eleanor. La grande maison avait été essentiellement vidée de ses témoins. Le détective s'était alors tourné vers une autre piste. Dina, la jeune esclave qui servait d'intermédiaire pour transmettre les ordres d'Eleanor aux 6 hommes. Blackwell avait découvert qu'elle avait été vendue à une famille de Savannah, les Pemberton, ironiquement la famille d'origine d'Eleanor. Avec l'aide discrète de Prudence, qui connaissait les Pemberton, Blackwell avait pu parler à Dina. La jeune femme qui n'avait que 19 ans avait été terrifiée à l'idée de parler, mais elle avait finalement cédé quand Prudence lui avait promis qu'aucun mal ne lui arriverait. Ce que Dina avait révélé avait transformé toute la compréhension de l'affaire. Elle n'était pas simplement une messagère, elle était la confidente d'Eleanor, la seule personne à qui Eleanor se confiait vraiment. Et elle savait des choses que personne d'autre ne savait. Premièrement, Eleanor avait prévu de quitter Nathaniel. Elle avait secrètement mis de l'argent de côté pendant des années, détournant de petites sommes du budget de la maison. Elle correspondait avec un avocat de Philadelphie, explorant la possibilité d'un divorce, chose presque impensable à l'époque pour une femme de son rang, mais pas totalement impossible dans certains États du Nord. Deuxièmement, Eleanor savait que Nathaniel était au courant de ses activités à l'étang. Il le savait depuis au moins 1 an. Dina avait entendu une violente dispute entre eux en mai 1838. Nathaniel avait menacé Eleanor. Si elle tentait de partir, si elle causait un scandale, il s'assurerait qu'elle perdrait ses enfants et qu'elle serait internée dans un asile pour aliénés, ce qui était une menace très réelle et couramment utilisée contre les femmes jugées difficiles à l'époque. Mais voici le plus troublant. Nathaniel avait dit à Eleanor qu'il ne l'arrêterait pas dans ses dépravations. Au contraire, il l'encourageait à continuer. Pourquoi? Parce que cela lui donnait un pouvoir absolu sur elle.
Si jamais elle devenait trop problématique, il avait toutes les preuves nécessaires pour la détruire socialement, la faire interner, ou pire. Il tenait sa femme en otage par sa propre transgression. Troisièmement, et c'était le plus explosif, Dina avait révélé que le jour de sa mort, Eleanor avait reçu une visite matinale de Nathaniel, chose inhabituelle car il passait rarement à Riverside durant cette période. Ils avaient eu une conversation privée dans la bibliothèque. Dina n'avait pas entendu ce qui s'était dit, mais elle avait vu l'état d'Eleanor après. Tremblante, les yeux rouges, complètement défaite. C'est après cette conversation qu'Eleanor avait pris la fiole de teinture. Non pas les 10 gouttes habituelles, mais selon Dina qu'il avait observé par la fenêtre de sa chambre, presque le contenu entier de la fiole. Puis elle était partie vers l'étang, marchant comme une somnambule. Dina avait ensuite transmis le message habituel aux 6 hommes de se rendre à l'étang, mais elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait voulu prévenir quelqu'un, mais qui? Et pour dire quoi? Qu'elle pressentait un malheur? Blackwell avait posé la question qui lui brûlait les lèvres. Pensait-elle qu'Eleanor s'était suicidée? Dina avait hésité longuement avant de répondre. Elle ne savait pas, avait-elle finalement dit. Mais elle savait une chose. Madame Eleanor ne voulait plus vivre comme elle vivait. Elle l'avait dit explicitement plusieurs fois. Et ce jour-là, après la visite de Maître Caldwell, quelque chose s'était brisé en elle. Blackwell avait alors demandé à voir Nathaniel Caldwell lui-même. C'était une démarche audacieuse, mais le détective avait décidé de jouer franc jeu. Il s'était présenté à Riverside en décembre 1839, 6 mois après la mort d'Eleanor, en tant qu'enquêteur privé travaillant pour une amie de la défunte. Nathaniel l'avait reçu dans la bibliothèque, la même pièce où avait eu lieu la dernière conversation avec Eleanor. C'était un homme imposant, aux traits durs, dont le regard froid trahissait une intelligence calculatrice. Il avait écouté Blackwell exposer ce qu'il avait découvert, sans montrer aucune émotion. Quand Blackwell avait terminé, Nathaniel était resté silencieux un long moment. Puis il avait parlé, d'une voix posée et dangereusement calme. « Monsieur Blackwell, vous êtes un homme intelligent. Vous avez rassemblé beaucoup d'informations, certaines vraies, d'autres spéculatives. Permettez-moi de vous exposer une réalité que vous semblez ignorer. Ma femme était profondément perturbée. Elle souffrait d'une mélancolie que aucun traitement n'a pu guérir. Dans son état, elle a commis des actes qui, s'ils étaient rendus publics, détruiraient non seulement sa mémoire, mais aussi l'avenir de mes enfants. Vous me suivez? » Blackwell avait hoché la tête. « Ces 6 hommes qui étaient présents lors de sa mort, » avait continué Nathaniel, « auraient pu être pendus pour ce qu'ils ont fait, peu importe qu'ils aient agi sur ordre. La loi de Géorgie est très claire sur ce point. J'ai choisi de les vendre plutôt que de les livrer à la justice. C'était un acte de miséricorde, ou un acte de dissimulation, » avait répliqué Blackwell. Nathaniel avait souri, un sourire sans chaleur. Dissimulation de quoi exactement? De la folie de ma femme? De sa dépendance aux substances toxiques? De ses comportements scandaleux? Oui, je les ai dissimulés. Pour protéger mes enfants, pour protéger le nom de ma famille. N'est-ce pas ce que tout homme raisonnable aurait fait? Et votre dernière conversation avec elle? Le jour de sa mort? Le sourire de Nathaniel s'était évanoui. Je suis venu lui dire que j'avais pris des dispositions pour qu'elle soit transférée dans un sanatorium privé de Virginie. Un établissement discret, confortable, où elle aurait pu recevoir les soins dont elle avait désespérément besoin. Elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle préférait mourir plutôt que d'être enfermée. Je pensais qu'elle parlait de manière dramatique, comme elle le faisait souvent. Apparemment, elle était sérieuse. Donc vous admettez qu'elle s'est probablement suicidée. Je n'admets rien. Je dis que ma femme, dans un état d'intoxication sévère par une substance qu'elle prenait contre avis médical, est entrée dans un étang et s'est noyée. Accident ou suicide, quelle différence cela fait-il maintenant? Elle est morte. Les hommes impliqués ont été dispersés. L'affaire est close. Nathaniel s'était levé, signifiant que l'entrevue était terminée. Mais avant que Blackwell ne parte, il avait ajouté une dernière chose.
Monsieur Blackwell, vous travaillez pour Prudence Wickham, n'est-ce pas? Dites-lui ceci, si elle tient à la mémoire de son ami, elle laissera cette histoire enterrée avec Eleanor, car si elle insiste pour déterrer la vérité, elle découvrira que la vérité n'est jamais aussi noble qu'on l'espère. Eleanor n'était pas une victime innocente. Elle était une femme qui a fait des choix terribles, et qui en a payé le prix. Voulons-nous vraiment que le monde connaisse ses choix? Voulons-nous que ses enfants grandissent en sachant ce que leur mère a fait? Blackwell était parti de Riverside avec la certitude troublante que Nathaniel disait la vérité, du moins une partie de celle-ci. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que Nathaniel ne disait pas. Le détective le sentait. Ce que Horace Blackwell ne savait pas, ce qu'il ne découvrirait que plusieurs semaines plus tard, c'est qu'il n'était pas le seul à enquêter sur la mort d'Eleanor Caldwell. Une autre investigation, beaucoup plus discrète, avait été menée en parallèle. Le révérend Josiah Turner, qui avait assisté à la réunion privée après la mort d'Eleanor, n'avait jamais été satisfait de la manière dont l'affaire avait été réglée. En tant qu'homme d'église, il se sentait responsable devant Dieu, même si la société lui demandait de se taire. Il avait commencé sa propre recherche de la vérité, guidé non par un sens de la justice légale, mais par un besoin de comprendre ce qui avait conduit une femme de foi à une telle fin. Turner avait accès à quelque chose que ni Blackwell ni personne d'autre n'avait, les confessions privées d'Eleanor. Elle était venue le voir régulièrement en tant que paroissienne tourmentée, cherchant un réconfort spirituel. Et bien que le sceau de la confession soit sacré, Turner sentait qu'après sa mort, il devait au moins essayer de comprendre ce qu'elle avait vécu. Dans ses notes personnelles, conservées dans les archives de l'église méthodiste locale et découvertes seulement dans les années 1920 lors d'un inventaire, Turner avait consigné l'essentiel de ce qu'Eleanor lui avait confié. Elle lui avait parlé dès 1832 de son désir de mort. Non pas un désir dramatique ou passager, mais une lassitude profonde face à une vie qu'elle trouvait dénuée de sens et de joie. Elle se sentait piégée dans un rôle qu'elle ne pouvait ni assumer pleinement, ni abandonner. Les baignades allaitantes, avec tout ce qu'elles impliquaient, n'étaient pas nées d'un désir sexuel débridé, comme on aurait pu le penser. Elles étaient nées d'un besoin désespéré de contrôle. Dans sa vie quotidienne, Eleanor ne contrôlait rien. Son mari décidait de tout. Où elle vivait, comment elle élevait ses enfants, qui elle pouvait voir, ce qu'elle pouvait dire. Allaitant, pour quelques heures, elle pouvait exercer un pouvoir absolu. Elle décidait qui venait, quand, comment les choses se passaient. Mais ce pouvoir était illusoire et toxique. Eleanor le savait. Elle avait confié au révérend Turner qu'elle se haïssait pour ce qu'elle faisait. Ces hommes n'avaient aucun choix réel. Ils obéissaient parce qu'ils devaient obéir. En les utilisant ainsi, elle reproduisait exactement le type d'abus dont elle était elle-même victime de la part de son mari. Elle perpétuait le système qu'elle prétendait rejeter. La datura était devenue sa façon d'échapper à cette conscience douloureuse. Sous son effet, elle pouvait se convaincre que c'était différent, que c'était un échange mutuel, que ces hommes désiraient être là. La drogue lui permettait de vivre dans un mensonge qu'elle savait être un mensonge, mais qu'elle avait désespérément besoin de croire. Turner avait essayé de l'aider à trouver une autre voie. Il lui avait suggéré de partir, de retourner chez sa famille en Virginie, d'emmener ses enfants avec elle. Mais Eleanor savait que c'était impossible. Nathaniel ne la laisserait jamais partir avec les enfants. Et sans eux, sa vie n'aurait aucun sens. Le révérend avait également découvert quelque chose que personne d'autre ne savait. Eleanor tenait un journal intime. Elle l'avait mentionné lors d'une de leurs conversations, disant qu'écrire ses pensées était la seule chose qui l'empêchait de devenir complètement folle. Mais après sa mort, ce journal avait disparu. Turner avait demandé à Nathaniel s'il l'avait trouvé. Nathaniel lui avait répondu qu'aucun journal n'avait été découvert parmi les effets personnels d'Eleanor. Turner était convaincu que ce journal existait et que Nathaniel l'avait détruit. Ce journal aurait contenu la vérité sur ce qui se passait à Riverside, sur l'état d'esprit réel d'Eleanor,
sur ses intentions ce jour de juin 1839. En janvier 1840, Turner avait fait quelque chose d'extraordinairement audacieux pour un homme d'église de cette époque et de cette région. Il avait écrit une lettre anonyme au gouverneur de Géorgie, détaillant tout ce qu'il savait sur l'affaire Caldwell et demandant qu'une enquête officielle soit rouverte. La lettre n'avait jamais reçu de réponse. Ou plutôt, la réponse était venue sous une forme différente. 2 semaines après l'envoi de la lettre, Turner avait reçu la visite de 3 hommes influents du comté. Un juge, un propriétaire de plantation et un avocat. Il lui avait fait comprendre, de manière à peine voilée, que son intérêt pour l'affaire Caldwell était mal perçu et potentiellement dangereux pour sa position dans la communauté. Turner avait compris le message. Il y avait des forces puissantes qui voulaient que cette histoire reste enterrée. Des intérêts qui dépassaient largement le cas d'une seule femme ou d'une seule plantation. L'affaire Eleanor Caldwell menaçait de mettre en lumière des vérités profondément dérangeantes sur la société sudiste. L'hypocrisie des élites, la corruption du pouvoir, les abus systématiques que permettait l'esclavage, et surtout la fragilité d'un ordre social basé sur des hiérarchies rigides de race et de genre. C'est alors que Prudence Wickham et Horace Blackwell avaient contacté le révérend Turner et que les 3 investigations séparées avaient convergé. En février 1840, ils s'étaient réunis secrètement dans la maison de Prudence à Savannah pour partager tout ce qu'ils avaient appris. Le tableau qui émergeait était terrifiant dans sa complexité morale. Eleanor Caldwell était à la fois victime et bourreau. Victime d'un mariage abusif et d'un système social qui ne lui laissait aucune échappatoire, mais aussi bourreau envers les hommes qu'elle utilisait sans considération pour leur humanité. Nathaniel Caldwell était un manipulateur cruel qui avait consciemment poussé sa femme vers l'autodestruction, mais il n'avait techniquement enfreint aucune loi. Les 6 hommes présents lors de la mort d'Eleanor étaient des victimes absolues, privées de liberté, de choix, et finalement punis pour avoir été témoins d'un drame dont ils n'étaient pas responsables. Et la vérité sur cette journée de juin 1839, elle restait insaisissable. Eleanor était-elle entrée dans l'eau en sachant qu'elle ne ressortirait pas? Avait-elle pris une dose massive de datura dans l'intention de mourir ou simplement pour oublier plus intensément? Les 6 hommes auraient-ils pu la sauver? Avaient-ils essayé? Ou avaient-ils, consciemment ou non, laissé faire, voyant peut-être une opportunité de se libérer de cette situation impossible? Jacob, dans son témoignage, avait dit « Elle a disparu sous l'eau. Elle a simplement disparu ». Que signifiait exactement cette phrase? Une description littérale d'une noyade rapide? Ou quelque chose de plus chargé, une reconnaissance implicite du fait qu'il n'avait pas tout fait pour la sauver? Blackwell avait une théorie. Eleanor était entrée dans l'eau dans un état d'intoxication si sévère qu'elle avait rapidement perdu le contrôle de ses mouvements. Elle avait probablement appelé à l'aide au début, mais sa voix était confuse, ses gestes incohérents. Les 6 hommes, habitués à ces comportements étranges sous l'effet de la drogue, n'avaient pas immédiatement compris la gravité de la situation. Quand ils l'avaient compris, il était peut-être déjà trop tard. Ou peut-être avait-il hésité quelques secondes fatales avant de réagir, non par malveillance, mais par une incompréhension humaine face à une situation surréaliste. Turner avait une vision différente. Il croyait qu'Eleanor s'était effectivement suicidée, mais d'une manière ambiguë. Elle s'était mise dans une situation où la mort deviendrait possible sans être certaine. C'était une façon de laisser le destin ou Dieu décider de son sort. Si elle survivait, elle verrait cela comme un signe qu'elle devait continuer à vivre. Si elle mourait, ce serait une délivrance qu'elle n'avait pas eu le courage de chercher directement. Prudence, elle, ne savait plus quoi penser. Elle avait perdu son ami et découvert que cet ami était devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Elle ressentait de la compassion pour la souffrance d'Eleanor, mais aussi de la colère pour les choix qu'elle avait faits. Et surtout, elle ressentait une profonde tristesse face à l'impossibilité de justice dans cette affaire,
Qui devait être tenu responsable? Nathaniel pour son abus psychologique? Eleanor pour son exploitation des esclaves? La société qui avait créé ce système toxique? Dieu pour avoir permis une telle tragédie? La discussion avait duré des heures. À la fin, ils étaient parvenus à une conclusion amère. La vérité complète ne serait jamais connue. Trop de témoins avaient été dispersés ou réduits au silence. Trop d'intérêts puissants étaient investis dans l'étouffement du scandale. Et finalement, révéler toute l'histoire ne servirait qu'à infliger plus de souffrance aux innocents, notamment aux enfants d'Eleanor. Ils avaient décidé, avec une grande réticence, de laisser l'affaire en l'état. Blackwell abandonnerait son enquête. Turner cesserait ses tentatives de rouvrir le dossier. Prudence garderait les lettres d'Eleanor, mais ne les montrerait à personne. Mais Blackwell avait insisté sur un point. Il devait au moins essayer de savoir ce qu'étaient devenus les 6 hommes. C'était la seule justice qu'il pouvait peut-être encore obtenir. Au cours des mois suivants, Blackwell avait utilisé ses contacts et ses ressources pour suivre la trace des 6 hommes. Ce qu'il avait découvert était aussi tragique que prévisible. Samuel, vendu en Alabama, était mort moins d'1 an après son arrivée, officiellement de fièvre jaune. Mais les registres médicaux suggéraient plutôt un épuisement extrême et une malnutrition sévère. Sa nouvelle plantation était connue pour ses conditions brutales. Jacob, au Mississippi, avait tenté de s'échapper en 1842. Il avait été rattrapé, fouetté publiquement et vendu à un marchand d'esclaves itinérant. Sa trace se perdait après cette vente. Il avait probablement fini dans les champs de coton de la vallée du Mississippi, où l'espérance de vie d'un esclave était d'environ 7 ans. Isaiah, en Louisiane, semblait avoir survécu plus longtemps. Blackwell avait trouvé des mentions de lui dans les registres d'une plantation sucrière jusqu'en 1848. Après cette date, plus rien. Probablement mort de maladie ou d'accident, comme tant d'autres. Caleb, au Texas, avait eu un sort légèrement meilleur. Il travaillait toujours comme forgeron en 1842, date des dernières informations que Blackwell avait pu obtenir. Mais le Texas était tellement loin et chaotique à cette époque que suivre sa trace plus loin était impossible. Josiah, en Arkansas, était mort en 1841 dans des circonstances qui avaient attiré l'attention des autorités locales. Il avait été retrouvé pendu dans sa cabane. Le coroner avait conclu au suicide, mais plusieurs témoins esclaves avaient murmuré qu'il parlait constamment dans son sommeil, criant des mots incompréhensibles et se réveillant en sueur. Le traumatisme de ce qui s'était passé à Riverside l'avait visiblement hanté jusqu'à sa mort. Daniel, en Caroline du Nord, était le seul dont Blackwell avait pu établir le sort avec certitude jusqu'à une date plus récente. En 1845, il travaillait toujours dans une plantation de tabac près de Raleigh. Blackwell avait réussi à lui envoyer une lettre par l'intermédiaire d'un pasteur abolitionniste. Daniel n'avait jamais répondu directement, mais le pasteur avait transmis un message. Il dit qu'il essaie d'oublier. Il dit que chaque fois qu'il voit de l'eau, il revoit son visage disparaître sous la surface. Il dit que certaines choses ne devraient jamais être dites à voix haute, même des années plus tard. Ces hommes avaient payé le prix ultime pour avoir été témoins d'une tragédie qu'ils n'avaient pas créée. Ils avaient été utilisés, blâmés implicitement, puis effacés de l'histoire. Leur nom n'apparaissait dans aucun récit officiel. Leur voix n'avait jamais été vraiment entendue. Ils étaient devenus des notes de bas de page dans une histoire qui préférait ne pas être racontée. Blackwell avait présenté ses découvertes à Prudence et Turner en 1846. La réunion avait été sombre et silencieuse. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient rien faire pour ces hommes, qu'ils ne pourraient jamais obtenir justice pour eux. Le système était trop puissant, trop profondément ancré. Un esclave n'avait pas de recours légal, pas de voix qui comptait, pas d'existence qui importait au-delà de sa valeur marchande. Pendant ce temps, la vie à Riverside avait continué. Nathaniel Caldwell avait prospéré. Ses affaires s'étaient développées. En 1843, il s'était remarié avec une femme beaucoup plus jeune, Alice Cunningham, qui lui avait donné 2 autres enfants.
La nouvelle Madame Caldwell ne s'approchait jamais de l'étang. En fait, Nathaniel l'avait fait remplir de terre peu après son remariage, officiellement pour agrandir les jardins. L'endroit où Eleanor était morte avait été effacé, transformé en pelouse bien entretenue. Les enfants d'Eleanor, Thomas et Virginia, avaient grandi avec la version officielle des événements. Leur mère était morte accidentellement par noyade, après avoir pris trop de médicaments pour ses nerfs. C'était une tragédie, mais pas un scandale. Thomas avait hérité de Riverside à la mort de son père en 1862, juste avant que la guerre civile ne vienne tout bouleverser. Virginia, quant à elle, s'était mariée jeune et avait quitté la Géorgie pour s'installer en Virginie avec son époux. Elle n'était jamais retournée à Riverside. Dans une lettre à son frère, retrouvée dans les archives familiales des années plus tard, elle avait écrit « Je ne peux pas revenir dans cet endroit. Pas parce que mère y est morte, mais parce que je sens que la maison elle-même retient des secrets que je ne veux pas connaître. Parfois, Thomas, il vaut mieux laisser les morts enterrés et les mystères non résolus. » Prudence Wickham avait vécu jusqu'en 1873. À sa mort, ses papiers personnels, y compris les lettres d'Eleanor et ses notes sur l'investigation, avaient été légués à sa nièce avec instruction de les détruire. La nièce, une femme curieuse nommée Margaret, ne les avait pas détruits, mais les avait cachés dans le grenier de sa maison. Ils y étaient restés, oubliés, pendant près de 50 ans. Le révérend Turner avait quitté la Géorgie en 1850, désillusionné par ce qu'il avait vu et appris. Il s'était établi au Ohio, État libre, où il avait rejoint le mouvement abolitionniste. Il n'avait plus jamais parlé publiquement de l'affaire Caldwell, mais dans ses sermons, il évoquait souvent les péchés cachés, les injustices systémiques et la manière dont la société fermait les yeux sur les horreurs commises en son sein. Horace Blackwell était retourné à Boston en 1848, fatigué du Sud et de ses contradictions insolubles. Il avait écrit un mémoire non publié sur ses années comme détective, dans lequel il consacrait un chapitre entier à l'affaire de la Dame de Géorgie. Ce manuscrit avait été retrouvé dans les années 1930 parmi ses effets et déposé à la Bibliothèque historique de Boston. Ce n'est qu'en 1924 qu'un historien amateur, fasciné par les histoires oubliées du Vieux Sud, avait commencé à rassembler les pièces éparses du puzzle. Il avait trouvé le manuscrit de Blackwell, les papiers de Prudence Wickham que sa nièce avait finalement donnés à une société historique locale, les notes de Turner dans les archives de l'église, les registres de Riverside qui avaient survécu à la guerre, et divers autres documents fragmentaires. Il avait tenté de publier une étude complète de l'affaire, mais aucun éditeur respectable n'avait voulu y toucher. Le sujet était trop sensible, trop scandaleux. Une femme blanche de la haute société ayant des relations sexuelles avec des esclaves noirs. C'était impublicable dans le climat racial des années 1920, encore profondément marqué par les lois Jim Crow et la ségrégation. L'historien, frustré, avait déposé ses recherches dans les archives de l'Université de Géorgie avec une note « Pour les futurs chercheurs qui auront peut-être le courage de regarder en face les vérités inconfortables de notre passé ». Ces archives étaient restées largement ignorées pendant des décennies. Quelques étudiants en histoire les avaient consultées au fil des ans, mais peu avaient compris leur importance ou osé en parler ouvertement. Riverside elle-même n'avait pas survécu à la guerre civile. La plantation avait été partiellement brûlée lors du passage de l'armée de Sherman en 1864. Thomas Caldwell, ruiné par la guerre et l'émancipation des esclaves, avait été forcé de vendre la propriété en 1867. Elle avait changé de main plusieurs fois avant d'être finalement divisée et vendue en parcelles dans les années 1900. La grande maison avait été abandonnée, laissée à pourrir lentement sous le soleil et la pluie de Géorgie. Elle s'était effondrée dans les années 1940. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de Riverside. L'endroit où se trouvait l'étang est maintenant un parking pour un centre commercial. La demeure principale était située sous ce qui est aujourd'hui une station-service. Les champs de coton sont devenus des lotissements résidentiels. Mais l'histoire n'a pas complètement disparu.
Elle persiste dans les archives, dans les documents fragmentés, dans les témoignages contradictoires. Elle persiste aussi dans les traditions orales des descendants d'esclaves de la région, bien que transformée par le temps et la répétition en quelque chose qui ressemble plus à une légende qu'à un fait historique. Une vieille femme interviewée dans les années 1980, dont l'arrière-grand-père avait été esclave à Riverside, racontait « Mon grand-père disait que son père ne parlait jamais de cet endroit. Il disait juste que des choses terribles s'y étaient passées, des choses qu'aucun être humain ne devrait avoir à vivre. Il disait que la dame de la grande maison était aussi prisonnière qu'eux, mais que sa prison était faite de soie et de porcelaine. Et quand elle avait essayé de briser ses chaînes, elle avait fini par se noyer, mais pas seulement dans l'eau. » Cette métaphore, noyer mais pas seulement dans l'eau, capture peut-être mieux que n'importe quel document historique la complexité tragique de l'affaire Eleanor Caldwell. Elle s'était noyée dans les temps, certes, mais aussi dans un mariage toxique, dans une dépendance aux substances, dans des choix moralement indéfendables, dans un système social qui ne lui offrait aucune issue honorable, dans sa propre incapacité à reconnaître l'humanité de ceux qu'elle exploitait. Et les 6 hommes, eux aussi s'étaient noyés, pas dans l'eau mais dans un système qui les considérait comme des objets, dans une société qui refusait de voir leur souffrance, dans une histoire qui effaçait leur existence même. L'affaire soulève des questions qui résonnent bien au-delà de son époque. Comment jugeons-nous les victimes qui deviennent des bourreaux? Comment comprenons-nous les choix faits sous la contrainte extrême? Où se trouve la responsabilité morale dans un système qui déshumanise systématiquement certains êtres humains au profit d'autres? Et surtout, comment racontons-nous ces histoires sans trahir la mémoire de ceux qui ont souffert le plus? Il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Eleanor Caldwell ne peut être réduite ni à une victime innocente, ni à une exploiteuse consciente. Elle était les deux, prisonnière d'un système qu'elle perpétuait, même en essayant d'y échapper. Les 6 hommes n'étaient pas de simples témoins passifs, mais ils n'avaient pas non plus de véritable agence dans ce qui leur arrivait. Nathaniel Caldwell était indéniablement cruel, mais il opérait dans le cadre d'une société qui non seulement tolérait, mais encourageait son comportement. Ce qui rend cette histoire vraiment terrifiante, ce n'est pas la présence du surnaturel ou de l'inexplicable. C'est précisément son caractère terriblement humain et explicable. Chaque élément de cette tragédie découle logiquement du système social de l'époque, de ses valeurs, de ses structures de pouvoir, de ses contradictions. C'est une histoire d'horreur, mais une horreur banale, quotidienne, systémique. Les archives de l'Université de Géorgie contiennent toujours les dossiers sur l'affaire Caldwell. Ils sont rarement consultés. Lorsqu'on interroge les historiens spécialisés dans le Vieux Sud sur cette histoire, beaucoup haussent les épaules. C'était une époque complexe, disent-ils. Des choses terribles se passaient. Nous ne pouvons pas juger le passé avec nos valeurs modernes. Mais peut-être devrions-nous juger, ou du moins nous souvenir. Car oublier ces histoires, c'est risquer de répéter les erreurs qu'elles illustrent. L'abus de pouvoir n'a pas disparu avec l'esclavage. L'exploitation sexuelle n'appartient pas qu'au passé. La déshumanisation systématique de certains groupes pour le bénéfice d'autres continue sous différentes formes. L'histoire d'Eleanor Caldwell et des 6 hommes dont nous ne connaîtrons jamais vraiment les pensées, les peurs, les espoirs, est un rappel brutal que derrière chaque statistique historique, chaque document d'archives, chaque transaction commerciale enregistrée, il y avait des êtres humains qui souffraient, qui faisaient des choix impossibles, qui vivaient des tragédies que nous pouvons à peine imaginer. Le 23 juin 1839, quelque chose s'est terminé dans cet étang de Géorgie, mais nous ne saurons jamais exactement quoi. Était-ce une vie qui s'est éteinte accidentellement, un suicide déguisé, un meurtre par omission, une libération désespérée? Peut-être étaient-ce toutes ces choses à la fois. Ce que nous savons, c'est que 6 hommes ont porté le poids de cette mort pour le reste de leur vie, sans avoir jamais eu la chance de raconter leur version de l'histoire. Nous savons qu'une femme éduquée et intelligente a été poussée à des extrêmes terribles par un système qui ne lui laissait aucune porte de sortie.
Nous savons qu'un homme a utilisé ce système pour exercer un contrôle cruel sur sa femme. Nous savons que des enfants ont grandi sans vraiment connaître leur mère, portant le poids d'un secret qu'ils pressentaient sans le comprendre. Et nous savons que la société de l'époque a choisi, activement et consciemment, d'étouffer la vérité plutôt que de faire face aux questions dérangeantes qu'elle soulevait. Cette histoire vous a glacé le sang. Pensez-vous qu'Eleanor Caldwell s'est vraiment noyée accidentellement, ou que quelque chose de plus sombre s'est produit ce jour de juin 1839? Croyez-vous que toute la vérité a été révélée, ou que certains secrets sont restés enfouis sous la surface de cet étang? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires oubliées et troublantes de l'histoire. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les mystères sombres du passé. Car si nous oublions ces histoires, nous oublions aussi les leçons qu'elles nous enseignent sur la nature humaine, le pouvoir, la justice et le prix terrible que nous payons tous lorsque nous choisissons le silence plutôt que la vérité. Parfois, les plus grandes horreurs ne sont pas celles qui surgissent de l'imagination, mais celles qui émergent de la réalité quotidienne d'une société fondée sur l'injustice. Et parfois, la question la plus terrifiante n'est pas « est-ce que cela pourrait arriver ?» mais « combien de fois cela est-il arrivé sans que personne n'ose en parler ?» L'étang de Riverside n'existe plus. La plantation a disparu, les personnes impliquées sont mortes depuis longtemps. Mais quelque part dans les archives poussiéreuses, dans les registres jaunis, dans les lettres jamais publiées, leur histoire persiste. Elle attend d'être redécouverte, réexaminée et peut-être enfin comprise dans toute sa complexité tragique. Alors, qu'en pensez-vous? Cette histoire est-elle vraie? A-t-elle vraiment eu lieu? Ou est-ce simplement une légende, un conte moral sur les dangers du pouvoir absolu et de la transgression sociale? La réponse, comme tant d'aspects de cette affaire, reste trouble.